Si vous cherchez à contracter un prêt bancaire mais que vous doutez des exigences à avoir, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous dire dans cette vidéo. En effet, avant d'accorder votre prêt, la banque va faire quelques vérifications à votre sujet. Bien que chaque banque ait ses propres critères d'acceptation, je vous ai listé les plus courantes pour être facilement approuvées. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Cédric Meyer, cette chaîne on traite de l'investissement immobilier et des finances personnelles. Si ça vous intéresse, je vous invite directement à liker, à vous abonner avec la petite clochette, c'est ultra important. Mais je vous invite aussi à rejoindre la newsletter spéciale immobilier. Dedans, il y a des news, des astuces, mais surtout le plan d'action pour trouver un bien rentable. Le lien est dans la description. On commence directement avec le facteur le plus connu, c'est d'avoir des revenus fixes. Pour obtenir un prêt, il est vraiment impératif d'avoir un revenu fixe et surtout régulier. Donc généralement, il faudra un CDI. Ou sinon, si vous travaillez dans la fonction publique, ça marche aussi très bien. Cependant, si vous êtes indépendant, si vous êtes en CDD ou autre situation de ce style-là, donc qui ne touche pas le CDI, ça va être beaucoup plus compliqué. J'ai aussi eu pas mal de fois cette question, mais si vous êtes en alternance, c'est très compliqué d'obtenir un prêt immobilier. Vous pouvez à la rigueur gruger et prendre un crédit étudiant et acheter à la rigueur une place de parking ou quelque chose maximum qui va jusqu'à 50 000 euros. Cependant, c'est très risqué, c'est pas quelque chose que je vous conseille si vous n'êtes pas du tout formé. Donc lorsque vous allez demander votre crédit, la banque va vous demander les 3 derniers relevés de compte. Donc ils vont regarder vraiment tout ce que vous avez acheté durant les 3 derniers mois sur votre compte bancaire. Le but dans tout ça est vraiment de montrer que vous êtes un élève le plus modèle possible. Donc dès que vous recevez votre salaire, vous devez placer une petite épargne de côté, vous devez payer tous vos charges, donc loyer, etc. Et ensuite avoir des petites dépenses pas trop élevées pour montrer que vous n'êtes pas un gros flambeur. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir un compte à côté où vous allez faire toutes vos dépenses inutiles, donc généralement du quotidien ou les achats Amazon, les sorties de boîte, etc. Vous faites juste un simple virement, vous mettez épargne de précaution ou vous mettez épargne voyage, vous mettez sur un autre compte et normalement il ne devrait pas vérifier ce deuxième compte. Donc comme je vous ai dit avant, le but est vraiment d'être l'élève modèle, donc vraiment pas de découvert. Franchement, ça c'est vraiment le truc rédhibitoire. Le but est vraiment que vous montrez que vous savez gérer votre argent, qu'il y ait beaucoup de lignes vertes et le moins de lignes rouges possible. Et dernière chose par rapport aux revenus, ça me semble plutôt évident, mais si vous souhaitez prendre un crédit immobilier, vous devez supprimer tous vos crédits conso en cours. Sinon, ça va bousiller votre taux d'endettement et ça va vraiment être très difficile de prendre un crédit IMO derrière. Mais du coup, on y vient, on passe directement au taux d'endettement. Bon, si vous avez jamais entendu le mot taux d'endettement, je vous invite fortement à regarder la vidéo. J'ai fait une vidéo dédiée à cela, je vous explique comment on le calcule, etc. Mais pour résumer, c'est vraiment la somme de vos crédits divisée par votre salaire et ensuite vous allez obtenir un taux qui est le taux d'endettement. Et généralement, il ne faut pas dépasser les 35% si on veut avoir un crédit. Je te fais un petit calcul rapide. Si tu as un crédit conso que tu payes 300 € par mois, tu le divises par ton salaire. Donc admettons que tu gagnes 1500, tu fais 300 divisé par 1500. Ensuite, tu multiplies le tout fois 100 et ça fait 20%. En tout cas, l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, les taux sont très élevés. Donc les banques laisse un petit peu plus de marge. Donc vous pourrez dépasser les 35%, mais il ne faut pas non plus abuser parce que les banques préfèrent la sécurité. Je vais vous le dire encore après pourquoi, mais vraiment la banque veulent une sécurité et ils prennent pas de risques. Donc si votre projet n'est pas assez solide, ils n'hésiteront pas à vous dire non. Le prochain point, et vous ne pourrez pas y faire grand chose, c'est l'âge. Je sais que depuis, il est possible d'obtenir un prêt vers les 50-60 ans, sauf que ça reste très compliqué, surtout vis-à-vis de l'assureur, parce que vous allez facilement dépasser le taux d'usure et du coup votre crédit va être refusé tout simplement. Mais du coup, les personnes qui ont moins de 25 ans, là, ils sont beaucoup plus favorables. Cependant, en dessous de 25 ans, généralement, tu n'as pas une situation aussi stable et aussi forte qu'une personne qui a 30, 40, 50 ans. Mais avec les autres critères que je vais te dire, il sera très facilement de contrebalancer cela. Du coup, on passe directement au 4e point et pas des moindres, c'est l'apport personnel. C'est tout simplement l'argent que vous allez mettre, vous, dès le début du projet. Généralement, on recommande de mettre 10% d'apport par rapport au prix du bien. Donc, si vous achetez pour 200 000, vous devrez mettre au minimum 20 000 €. Généralement, les 10% correspondent aux frais de notaire. Cependant, ce n'est pas quelque chose de rédhibitoire. En effet, comme beaucoup de monde pourrait le penser, les banques peuvent encore accepter des crédits sans apport en fonction du reste à vivre de la personne. Tout simplement, plus le reste à vivre de la personne est élevé,
moins il aura besoin de mettre d'apport. Cependant, avec les taux actuels, vous devez souvent mettre 10%, voire beaucoup plus. Ça tourne beaucoup à 15 voire 20% parce que voilà, les taux sont élevés, les banques sont plutôt réticentes. Donc surtout si vous allez faire du locatif, parce que en résidence principale, les banques vont être beaucoup plus légers, mais la technique du je vais faire du locatif en faisant passer ça sur une résidence principale, ça marchait avant, ça marche encore. Cependant, maintenant les banques, quand il s'agit de locatif, il faut avoir une RP avant. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. On passe directement à l'avant-dernier point, j'en ai parlé juste avant, c'est le reste à vivre. Le reste à vivre, c'est tout simplement le montant qui vous reste après la déduction des charges fixes et des mensualités du crédit. Dans ce cas-là, chaque banque a sa propre méthode, mais la plus connue, c'est tout simplement vous faites la somme de vos charges moins la somme de vos revenus. Et du coup, ils vont donner une sorte de note en fonction du capital restant. Mais en général, j'entends souvent dire que ça tourne à 750 € minimum. Cependant, attention, là je vous dis uniquement les critères les plus récurrents. Si vous dépassez ou si vous êtes en dessous, ce n'est pas rédhibitoire. Vous n'allez pas vous prendre un nom direct. Ils vont vraiment faire la balance. Ils vont calculer. Ils ont un scoring bancaire, ça s'appelle. Et du coup, en fonction de ce scoring, ils vont vous dire déjà si c'est possible ou non de prendre le prêt demandé. Mais du coup, on passe au dernier critère et celui-là, il est rédhibitoire pour le coup. C'est d'avoir une situation financière saine. La première chose que les banques vont faire, c'est de vérifier si vous êtes fiché à la Banque de France. Et ça, pour le coup, vous pouvez vraiment rien y faire. Enfin, si vous êtes dedans, c'est qu'il y a des raisons. Mais c'est vraiment le seul point où vous pouvez difficilement modifier cette situation, sauf si vous montrez que depuis, vous avez tout remboursé, que vous avez épargné, que vous avez gagné de l'argent. Mais ça va être très compliqué par rapport à ça. Je voulais vous parler un tout petit peu des travaux parce que c'est quand même assez important, surtout si vous êtes un investisseur locatif. Parce que si vous souhaitez faire financer les travaux par la banque, vous devez éviter qu'ils soient beaucoup trop importants. Ce que je veux dire par important, c'est par exemple si le prix du bien est à 100 000 et vous avez des travaux à 100, 150 000, la banque ne va pas être ultra chaud. Mais ce n'est pas figé dans le marbre. Si vous montrez vraiment des devis professionnels, que tout a vraiment été fait, que vous êtes vraiment un bon élève jusqu'au bout, ils vont vous l'accorder, ça y a vraiment pas de souci. Mais ça va être un peu plus compliqué. Tout simplement parce que la banque cherche avant tout à maximiser ses gains et minimiser ses risques. Mais voilà, maintenant vous connaissez les 6 critères qu'il faut vraiment respecter lorsque vous faites une demande de prêt. C'est des choses qu'il faut connaître, qu'il faut modifier et prendre soin. Dans tous les cas, vous devez prendre soin de votre dossier. Vous ne devez pas arriver les mains dans les poches. Vous devez vraiment tout préparer en amont. Il y a vraiment des choses très simples que vous pouvez mettre en place pour faciliter la vie du banquier, comme une petite fiche récap de votre situation pour ne pas perdre de temps ou calculer votre taux d'endettement et surtout parler un petit peu plus du bien parce que c'est vous présenter en fait un projet que vous devez convaincre à un investisseur. C'est à peu près la même chose, mais vous voyez un tout petit peu l'idée. Le but est vraiment de convaincre dans un premier temps votre conseiller pour que lui ensuite le pousse plus haut et que ce soit beaucoup plus facilement accepté. Mais voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner avec la petite clochette, c'est ultra important, mais aussi de rejoindre les autres investisseurs immobiliers. Le lien est dans la description. Moi, je vous laisse avec la prochaine vidéo qui est quelle est la durée d'emprunt idéal pour un investissement immobilier, si c'est du 15, du 20 ou du 25 ans. Ciao, ciao.